Nous sommes au 14e jour du 3e mois de l'année 2025. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission, la revue de presse grand format pour l'analyse et le décryptage de l'actualité de la semaine. De quoi allons-nous parler justement? Découvrons-le dans le sommaire. C'est l'une des révélations de la semaine. Le média Africa Intelligence rapporte que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron auraient engagé des discussions de façon secrète pour tenter de rapprocher le président Alassane Ouattara et Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Un rapprochement entre ces deux personnalités est-il possible? Nos analystes présents sur ce plateau nous donneront leurs avis. En Côte d'Ivoire, le dialogue politique reste au point mort. Le gouvernement maintient son inflexibilité face aux appels de l'opposition. Cette revendication est-elle sans issue? Nous poserons la question à nos invités qui vont nous donner leur position sur cette question, bien sûr. Enfin, nous allons clôturer cette émission avec la tournée du président ghanéen John Dramani Mahama dans les États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Quel enseignement en tirer? Nos experts partageront leurs analyses sans langue de bois. Voilà ainsi présenter le sommaire de cette émission. On se retrouve tout à l'heure avec nos invités pour engager le débat. Michel Betta fait partie de nos invités. Il est directeur fondateur du journal Le Bélier. Bonjour. Bonjour Khalil et bonjour à tous nos téléspectateurs de l'Intelligent TV qui nous font l'honneur de nous regarder, de nous faire des commentaires souvent. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Teneb Ousmane est aussi avec nous. Il est directeur de publication de Savane Info. Bonjour. Bonjour Khalil. C'est toujours un honneur pour moi de participer à ces débats enrichissants. En tout cas, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de partager avec les Ivoiriens notre position. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux de votre présence sur ce plateau. Nous allons commencer tout de suite cette émission avec le premier sujet. Alassane Ouattara, Tidjane Thiam pourrait-il se rapprocher en vue de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? La question alimente les débats depuis la révélation cette semaine du média français Africa Intelligence. Selon ce dernier, des discussions auraient été engagées en coulisses pour tenter de rapprocher les deux hommes avec l'implication discrète de l'ancien président français Nicolas Sarkozy et de l'actuel chef de l'État français Emmanuel Macron. Messieurs, est-ce qu'un rapprochement entre ces deux hommes est possible avant 2025, sinon avant octobre 2025? Betta Michel. Bon, en politique, on le dit souvent, il faut le dire, il ne faut jamais dire jamais. Donc on ne dira pas jamais. Mais au regard des réalités politiques du moment, moi je crois que ce serait difficile. Je m'explique en ce sens qu'aujourd'hui au PDCI, ils ont déjà tenté une alliance avec le parti de Ouattara qui a abouti au RHDP. Et on a vu comment ça s'est soldé. Les uns les autres, feu le président Nicolas Bédié et ses proches même ont dit que le président Ouattara ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de ses alliés. Et cela a abouti à la rupture, je dis, totale de leurs alliances en 2018, au point que le président Bédié a voulu se présenter contre le président Ouattara en 2020. Donc je crois qu'aujourd'hui, le PDCI, chat échaudé, craint l'eau chaude, il n'osera pas. Le président Thiam, bien qu'il le dit dans ses rapports avec le président Alassane Ouattara, avoir des rapports d'aîné à un jeune frère qui veut apprendre, qui veut écouter, mais les militants du PDCI sont vent debout et ils pensent que l'heure est venue pour le PDCI de revenir au pouvoir. Donc ils n'accepteront pas une alliance qui puisse les mettre encore dans l'opposition, les maintenir dans l'opposition. Donc je crois que pour l'instant, vraiment, pour ma petite connaissance aussi du parti, je n'ai jamais eu vent de ce genre de rapprochement, je n'ai jamais eu vent de ce genre d'alliance-là possible. Donc pour l'instant,
à ma connaissance, le PDCI n'est pas dans cette dynamique-là et ses militants non plus. Donc je crois que le président Tidjane Thiam ne fera pas l'erreur qui va peut-être coûter au PDCI sa dynamique actuelle, parce que les militants sont décidés, sont debout, sont mobilisés, parce qu'ils estiment qu'après 23 ans dans l'opposition, et c'est le PDCI, le porte-parole l'a dit, le PDCI n'a jamais été aussi proche du pouvoir qu'en cette année 2025. Donc, il n'osera pas une alliance qui va le maintenir encore dans l'opposition. D'accord. Alors, est-ce que ça serait une erreur, comme le dit Bétan Michel, pour le PDCI, avec son président Thiam, de se rapprocher du président Alassane Ouattara qui incarne le RHDP? Je dirais que, au regard de l'actualité, effectivement, une alliance entre les deux hommes paraît visiblement difficile, avec le niveau d'invective qu'on voit entre les deux camps. Mais quand je lis l'article de ce confrère crédible, je constate qu'il rappelle des rencontres, des opérations de médiation qui ont été entreprises fin 2024. Novembre 2024. Donc ce sont des informations qui sont un peu, de mon point de vue, obsolètes au regard de l'intensité de l'arrêt politique. Voilà. Certes, les parrains, entre guillemets, des deux, on sait que Nicolas Sarkozy, ami du président Ouattara, et puis Emmanuel Macron, lui également, sa proximité avec Tidjane Thiam n'a pas encore été remise en cause. Donc, dès lors où Macron et Sarkozy travaillent ensemble aujourd'hui, en tout cas, l'un des conseillers, je dirais, entre guillemets, occultes de de Macron, c'est Sarkozy. Voilà, donc il est beaucoup consulté par le président français. Et donc, je crois qu'ils peuvent avoir réfléchi dans ce sens pour mettre ensemble les choses. Mais à l'allure où les choses vont, et quand je me réfère aux différentes déclarations, Tidjane Thiam, par exemple, hier, qui reproche à ceux qui sont au pouvoir d'avoir violé la Constitution, alors je dis que le ton est atteint un certain seuil, d'autant plus qu'on est à 7 mois de l'élection présidentielle. Même si j'ai quelques reproches à faire au président du PDCI en ce qui concerne son ton, son timbre dans ce débat-là, je pense que les choses sont arrivées à une chose, je dirais entre guillemets, parce qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Donc si le PDCI revoit le ton, ça pourrait marcher? Oui, naturellement, dès lors où, parce que aujourd'hui le débat sur l'éligibilité de Tidjane Thiam, c'est ça qui cristallise un peu le débat. Donc hier, quand il dit que le président de la République, bon, il n'a pas dit ouvertement au président de la République, mais il dit des gens veulent briguer un 4e mandat en violation de la Constitution. Et lui, il estime que ça, c'est une faute qui est majeure et celle qu'on pourrait lui reprocher en ce qui concerne la violation de l'article 48, qui remet en doute l'acceptabilité de sa candidature. Vous voyez un peu la cristallisation autour de la question fait que, et on ne voit même pas, vous l'avez dit tout à l'heure, que le dialogue, le principe du dialogue politique a été rejeté par le pouvoir. Et au regard des choses, je me dis que c'est un accord politique qui peut aboutir à une candidature de Tidjane Thiam dans une certaine mesure. Donc quand on est dans une arène où tout est crispé, en tout cas, je me dis que un retour de flamme entre Tidjane Thiam et Alassane Ouattara sera compliqué. Alors, le confrère a même révélé qu'il y a eu une rencontre entre Thiam et Nicolas Sarkozy, et au cours de cette rencontre, Thiam aurait exprimé son incompréhension face au refus répété du président Alassane Ouattara de le recevoir. Est-ce que ce n'est pas dû au ton du PDCI, au ton... Non, je pense que dans la démarche politique, Tidjane Thiam a été reçu déjà par le président du PDCI, donc je ne crois pas que
et par le président de la République. Et donc, ils ont eu des échanges déjà assez cordiaux liés à son élection à la tête du PDCI. Mais donc, depuis lors, il n'y a plus eu de rencontre entre ces deux personnalités. Non, tout aussi avec... Est-ce que le PDCI ne doit pas revoir son temps? Non, tout aussi avec les autres présidents, notamment Laurent Gbagbo. Après la rencontre des trois grands, il n'y a pas eu de rencontre. Donc, je pense que le président Ouattara est dans une démarche qui est sa démarche personnelle. Hein. Il ne reçoit pas ses opposants, il n'échange pas trop avec eux. Même qu'aujourd'hui, ils sont en train de demander un dialogue politique même qui a du mal à se mettre en place. Donc, je veux dire que ça ne peut pas être un élément de reproche de Tidjane Thiam de ne pas être reçu par Alassane Ouattara. Moi, je ne pense pas. Tidjane Thiam est dans une dynamique de mobiliser ses troupes pour aller à un combat politique. Il sait que dans le combat politique, l'adversaire ne fait pas de passe. Et son adversaire, il le dit, peut-être que mon co-débatteur a interprété ça autrement, mais moi je me dis ça va dans la droite ligne du combat politique. Quand tu as un adversaire à qui son ministre j'ai bonne mémoire, son ministre de la Justice a dit qu'il ne peut pas être candidat à un troisième mandat. Bon, c'est pas toi aujourd'hui qui dis qu'il ne peut pas être candidat à un quatrième mandat à qui on va reposer de le dire. Son ministre de la Justice l'a dit. Pourquoi c'est maintenant que Tidjane Thiam le dit? Maintenant, c'est-à-dire maintenant, quand tu dis maintenant, c'est quoi? On n'a pas entendu Thiam se prononcer sur cette question. S'il te plaît. 2020, je crois que... s'il te plaît. 2020, je crois que Tidjane n'était pas dans l'arène politique. Non, Tidjane n'était pas dans l'arène politique en 2020. Hein, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, il est président du PDCI, il va à une compétition électorale, il sonde ses adversaires, et tout qu'il y a un adversaire à qui même son ministre de la Justice a dit qu'il ne pouvait pas être candidat à un troisième mandat, et aujourd'hui, il a été, par la force des choses, par une alchimie que seul notre conseil a pu déterminer, candidat, et aujourd'hui, il vise encore un quatrième mandat. C'est de son droit, même Laurent Gbagbo l'a dit, un quatrième mandat, c'est horrible, mais Ouattara veut le faire. Donc, c'est de son droit d'attirer l'attention des populations sur ces questions essentielles. Parce que la Constitution, c'est la mère des lois. Quand elle est violée, je ne sais même pas si le code électoral, les autres attributs des lois peuvent encore être respectés. Donc, il est de son devoir en tant qu'acteur politique, en tant que candidat à la présidentielle, en tant que... le respect de la Constitution. Et si cette même Constitution dit qu'il n'est pas éligible, ça sera respecté? Si cette même Constitution dit qui n'est pas éligible? Il parlait de l'article 48. Je vais faire une précision. Le débat actuel est sur... il y a un débat controversé que Tidjane Thiam lui-même a contribué à envenimer. Quand il sort pour reconnaître qu'il a effectivement eu une double nationalité et donc qu'il a entamé une procédure pour renoncer à la nationalité française, ça c'est là où tout est parti. Par quoi? Je vais dire quoi? Il y a l'article, revenons à l'article 48 dont on parle. Et je regrette qu'il ait dit, traiter cet article-là de sombre dans sa réaction d'hier. Ce n'est pas parce que le président aurait violé ou quelqu'un aurait violé une disposition que vous allez dire que bon, comme toi tu as violé la disposition, moi ce que je vais violer là, c'est rien. Et il accuse, il attaque l'article. Quand tu dis un sombre article, alors que c'est un article qui a été adopté par le législateur sous Houphouët-Boigny, dont il est le petit-fils. Qui dit que il a dit que l'article, au nom d'un article 48, d'un sombre article 48, je parle de sa dernière déclaration. Voilà. C'est-à-dire que... non, mais c'est l'interprétation que les gens font de cet article-là qui est dommage. Mais justement, j'aurais souhaité... Non, ce qu'il peut faire, ce que Tidjane Thiam devait faire, c'est de démontrer que l'article 48 est interprété, non pas dans un bon sens, et que lui, il n'est pas concerné. Oui, mais il a dit. Non, il n'a pas dit. L'article 48 dit quand un Ivoirien majeur acquiert une autre nationalité, il perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Oui. Ça, c'est un fait. Quand c'est comme ça, la Côte d'Ivoire n'admet pas la double nationalité. Houphouët-Boigny, en 1961, avait même suggéré à son législateur, aux députés, d'opter pour cette double nationalité. Les députés ont rejeté ça. En ce moment, c'était le PDCI. Tu as vu? Les députés n'ont jamais accepté que la double nationalité soit admise en Côte d'Ivoire.
Ça, c'est un fait. Et l'article 48, c'est depuis ce temps-là. Donc, vous voulez dire que depuis ce temps, Thiam n'a jamais contesté. Il dit encore que c'est un article qui n'est pas connu. Si vous regardez l'assertion, ce qu'il a dit, c'est dit que la loi n'est pas connue. On ne peut pas... je regrette, l'étudiant Thiam, c'est quand même un cadre éminent que je respecte, mais tu ne peux pas briguer à la magistrature suprême et puis les règles, venir dire que c'est un texte c'est une article qui est mal connue, qui n'est pas sûr. En fait, moi je crois que quand je reprends les propos tenus par Tidjane Thiam, c'est l'interprétation de l'article 48 sur lequel il s'est apaisé. Parce que les gens interprètent cet article comment? On dit non, un Ivoirien qui a acquis une seconde nationalité perd automatiquement sa nationalité. Mais Tidjane Thiam, tu es né Ivoirien. Il est né de mère ivoirienne, de père français. Mais il est quoi? Là encore, il y a plusieurs avis. Quand je dis que c'est Tidjane Thiam lui-même qui a... C'est normal, c'est pourquoi il a parlé d'interprétation. C'est les avis qui sont les interprétations. Ce que vous êtes en train de dire là, effectivement, ça pouvait... Si Tidjane Thiam n'était pas sorti lui-même pour reconnaître qu'il était français et qu'il a décidé d'introduire... Non, s'il te plaît, depuis toujours, Tidjane Thiam a reconnu qu'il est français. C'est pas aujourd'hui. Si on a double nationalité, Tidjane Thiam, on la connaît depuis longtemps. On parle même d'Ivoiro-français. Si tel est le cas, on va conclure. Si tel est le cas, on doit dire que Tidjane Thiam connaît les règles, les lois ivoiriennes. Il les connaît très bien. C'est pourquoi il a introduit une disposition pour renoncer à la nationalité française. C'est pas qu'il les connaît. Le fait déjà d'avoir reconnu... Le fait déjà d'avoir reconnu qu'il a eu une nationalité française, c'est déjà une faute. Pour qui? D'accord, monsieur. Alors, comment est-ce que on peut interpréter la médiation française à travers Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron? C'est quoi l'interprétation qu'on peut en faire? Non, mais ça a été toujours comme ça. La France est toujours immiscée dans le jeu politique ivoirien. On l'a vu depuis 2000. Après la crise même, ça a été plus visible. Les uns les autres l'ont dit. Donc, pour moi, c'est pas nouveau. Même à la venue de Ouattara en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire, on leur a dit que c'était une démarche de la France en son temps. Donc, je dis que l'émission des chefs d'État, des présidents français dans le jeu politique ivoirien, elle a été toujours. On se souvient de cet échange entre Babo et puis Nicolas Sarkozy. Babo, tu fais quand tes élections? C'était à l'ONU. On l'a vu. On a vu cette vidéo-là. Donc, je dis que ce n'est pas nouveau pour nous. Pour nous autres, c'est une vérité de la palissade. C'est-à-dire que les politiques français ont toujours eu un regard, une attitude d'immixtion dans le jeu politique ivoirien. Il y a une volonté de préserver l'influence française en Côte d'Ivoire, surtout dans ce contexte où l'armée française je ne dirais pas le contraire. Je ne dirais pas le contraire. Le Mali, le Burkina Faso. La France veut préserver ses acquis, ce qu'elle a d'important dans la sous-région. Et la Côte d'Ivoire constitue, pour ma part, dans l'observation de notre évolution politique, un précaré important de la politique française. Donc c'est tout normalement que ceci s'immisce. Maintenant, il appartient aux chefs d'État, aux responsables politiques ivoiriens de savoir la part qu'ils peuvent attribuer à la France et la part qu'ils peuvent attribuer à leurs ressortissants. Donc c'est pourquoi je suis souvent outré quand certains pensent que Tidjane Thiam était un valet de la France. Et bon, moi je dis, mais attends, Tidjane Thiam a toujours dévoilé sa conception de la politique ivoirienne. Il a dit qu'il faut faire des champions nationaux, il faut faire en sorte que l'économie soit détenue par les nationaux. Et quand on veut le faire, c'est pas pour faire la part-balle à un pays étranger, soit-il la France. Est-ce que sa proximité avec Macron ne corrobore pas cette thèse? Non, dis-moi. Un valet de la France. Non, dis-moi. Si toi, tu as une relation avec un président américain. Non, mais je dis, si tu as une relation avec un président américain, parce qu'il a une relation aussi avec le président américain, il a une relation avec Obama, il a une relation avec les présidents de plusieurs pays. Non, Tidjane Thiam, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Je le dis et je vais le répéter. Sa acquaintance avec le monde entier nous montre que nous avons une chance inouïe d'avoir une Ivoirienne de cette trempe-là et que nous devons profiter de ce tour-là pour avancer. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. On va pas rester sur pourquoi tu as des relations. Viens te reprocher d'avoir des relations dans ce monde où ce monde n'évolue que par relation. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez cette émission? C'est la forme que je regarde. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment que, voilà, ils veulent influencer le jeu politique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas?
je dis, c'est ce sentiment que cette image-là donne, le fait qu'on sente que les dirigeants français font pression sur des cadres, des responsables politiques africains pour leur donner des orientations. C'est ça qu'il faut que je prends un peu avec, je dis, avec regret, parce que ça continue de montrer une Afrique, une Côte d'Ivoire toujours en train de prendre ses ordres à la France. On a l'impression que si l'article écrit, le contenu de l'article est vrai, c'est comme si la hiérarchie française à la tête de la France, les autorités françaises, veulent s'entendre entre eux sur qui doit être le futur président de la Côte d'Ivoire. Une fois que leur médiation arrive à s'accorder, la voix du peuple ivoirien n'a pas de sens. Ah ouais, tu ne peux pas le dire ici. Non. Oui, non, mais non, dès lors où... On va aux élections. C'est ce sentiment que ça donne. Quand on appelle sur toute l'arène politique deux responsables des partis politiques pour leur demander de travailler ensemble, selon le schéma, c'est de faire en sorte que, j'ai même appris que... Déjà, les autres sont écartés. Il s'agissait de refaire une sorte de RHDP du temps de Bédier. C'est-à-dire que Ouattara du RHDP et puis Tidjane Thiam du PDCI s'accordent sur une gouvernance commune. Voilà. Si cette médiation avait porté, que Ouattara l'avait reçu, qu'il avait effectivement réussi, ils avaient réussi à mettre en place une plateforme où les deux partis se retrouvent, qui ont plus ou moins la même idéologie, l'ancienne métropole serait assurée d'avoir la continuité dans l'exercice du pouvoir de ceux qu'ils souhaitent. Donc ce que je veux dire, c'est dire le fait de donner le sentiment que le choix de la France est le choix déjà privilégié et le choix qui a déjà toutes les chances de gagner là. C'est ça qui me gêne. Il faut plutôt montrer la souveraineté du peuple ivoirien. Il faut que les politiques locaux, ceux qui sont à la tête des partis politiques, cherchent à séduire l'électeur ivoirien plutôt que de chercher à faire des amitiés exogènes pour chercher à influencer le géopolitique. D'accord, c'est bien noté. C'est ça mon analyse. Alors, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour le deuxième sujet. Nous sommes bel et bien sur les antennes de l'Intelligent TV et vous suivez la revue des presses grand format. C'est cette émission qui se présente chez vous tous les vendredis dans la semaine pour vous permettre avec nos invités de décortiquer l'actualité. Et le second sujet que nous allons décortiquer avec nos invités, c'est le dialogue politique. Le gouvernement ivoirien a une nouvelle fois réagi à l'appel de l'opposition en faveur d'un dialogue politique. La position du gouvernement reste inchangée. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 25 mars 2025, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, a invité les partis d'opposition à soumettre leurs revendications aux institutions compétentes en charge des questions électorales, conformément aux recommandations du dialogue politique. Cela suscite une question, à savoir si cette revendication est sans issue. Oui, vous avez parlé de dialogue de sourds. C'est ce sentiment que ça continue d'inspirer. D'un côté, on a le pouvoir qui reste braqué sur ses positions, demander à l'opposition de remettre ce qu'il souhaite voir changer ou ce qu'il veut obtenir dans la suite du processus électoral, en tout cas dans le contenu de leurs revendications, de remettre ces choses-là, des structures déjà en place. Bon, c'est clair que ça... il invoque le dialogue, une cinquième phase du dialogue politique qui a été conclue en 2022. Il y a plusieurs années, il y a quelques années de cela, 3 ans de cela. Avec des recommandations qui disent que... Qui disent que oui, justement, voilà, que c'est ces recommandations qu'il faut mettre en œuvre. Pourquoi les partis politiques ne le font pas, selon vous? Oui, ça aussi, les partis politiques ont leurs raisons, hein. Ils ont leurs raisons. Mais je pense que
l'un des moyens de mettre la pression sur le gouvernement aurait été de commencer. On aurait peut-être soumis certaines de nos revendications aux institutions dont parle le gouvernement et puis montrer les limites. Vous avez demandé qu'on saisisse telle institution, ça a été fait. Et aujourd'hui, on en est à un blocage. On veut parler avec le Premier ministre, on veut parler avec le Président de la République, on veut relancer le dialogue politique. Il faut d'abord commencer. Voilà, j'aurais souvent parce qu'il faut le dire, le rapport de force étant défavorable à l'opposition, il faut épuiser, de mon point de vue, un certain nombre de dispositions et c'est ce qui constitue la clé de, quand vous aurez tous ces éléments-là, que vous les présentez, enfin, on prend maintenant l'opinion à témoin. Voilà. Donc je pense que c'est regrettable qu'à 7 mois de l'élection présidentielle, qu'on soit encore dans une situation de dialogue de sourds. Voilà. Si l'élection doit se tenir dans les délais constitutionnels, vous voyez un peu que, et c'est regrettable. Le souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait vraiment une dynamique de concord, que les gens cherchent à se remettre ensemble pour trouver le modus vivendi pour ne pas qu'on retombe encore dans une crise post-électorale. D'accord. Beta, selon vous, pourquoi l'opposition ne commence pas déjà à dialoguer avec les institutions et puis après saisir le gouvernement en cas de blocage? Je ne sais pas si vous êtes dans ce pays-là. Bien sûr, nous sommes dans le pays. Non, vous faites exprès. Vous faites exprès parce que je pense que c'est depuis toujours le gouvernement, l'opposition essaie de demander à la CEI de reprendre, de refaire une révision électorale et la CEI a répondu quoi? C'est un dialogue? Non, je te demande. La CEI a répondu quoi? Qu'elle ne fera pas de révision avant l'élection. Donc, tu penses qu'il y a eu des courriers, il y a eu des démarches, il y a eu des visites, il y a eu des rendez-vous. Dialogue, pas de courrier. Mais le dialogue s'est fait comment selon toi? Le dialogue politique, quel est le contenu? Le dialogue s'est fait comment selon toi? Le dialogue s'est fait par les approches. Quand je vais chez toi, tu me reçois et puis je te pose des revendications. Et quand tu me réponds, c'est quoi le dialogue pour vous? Mais les courriers dont vous parlez, ce sont les courriers qui ont été adressés à la CEI pour lui demander d'organiser une révision de la liste électorale. Parce que vous dites, l'opposition ne commence pas par les institutions. Je vous parle d'un pan de ce qu'elle a déjà fait. Quand on te dit un courrier a été adressé au ministre de l'Intérieur pour parler de sécurité, pour parler de sécurité des élections, et que le ministre n'a pas répondu, tu parles, qu'est-ce que tu appelles dialogue? Je vais te demander maintenant, c'est pas, je demande si vous êtes dans ce pays. Nous sommes tous dans ce pays. La preuve, nous faisons l'émission. Non, la preuve, nous faisons l'émission depuis Abidjan. Non, ce que je veux vous dire, quand l'administration est sourde devant les revendications de l'opposition, l'opposition est en bon droit de saisir l'autorité, le gouvernement. C'est ça. Le gouvernement dit que ça faisait partie des recommandations du dernier dialogue. Quand on va faire ces discussions que vous nous demandez là, et puis l'autre ne nous répond pas, on fait quoi? On en reste là? Oui, mais quand vous dites que l'opposition, quand lui dit, non, mais moi je vais finir puis tu vas poursuivre. Quand lui dit à l'opposition de saisir les organisations compétentes là, l'opposition le fait suffisamment. C'est pourquoi j'ai dit, dans cette attitude-là, j'ai une attitude de mépris. Moi, je le dis et je le répète, il y a une attitude de mépris du pouvoir vis-à-vis de l'opposition. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que, en fait, faut te dire que nous sommes arrivés à ce gouvernement-là, de Ouattara, là, par le dialogue. Donc, il faut qu'il ait cette attitude de dialogue, d'offrir la voie du dialogue à ses opposants. C'est important. Ça montre un peu du respect, ça montre un peu de la considération. Des uns les autres vont venir à dire non, il faut un rapport de force. Il a dit, ben, attendez. Vous voulez qu'on tombe dans cette opposition qu'on a connue quand le RD était dans l'opposition, où tous les matins, le président de ce parti-là se lève pour dire, je menaçais ce pouvoir-là, il tombera. C'est cette opposition, vous voulez? L'opposition montre de la maturité, encourageons-la. Moi, je dis, l'opposition a fait beaucoup de démarches auprès de l'administration compétente. Je suis pas en train de... Oui. Très bien. Je vais finir. L'opposition a fait beaucoup de démarches auprès de l'administration, comme on le demande, mais c'est parce qu'elle n'a pas eu d'oreille attentive qu'elle se tourne encore vers le gouvernement. Donc, ce que je vous demande, ce que je demande à ce gouvernement-là, c'est de faire un effort pour recevoir ses opposants-là, pour qu'on puisse aller au dialogue qui tempère les tensions, qui tempère le processus électoral et qu'on arrive à quelque chose qui nous satisfasse tous pour la bonne marche de notre pays et pour les Ivoiriens que nous sommes. Alors, Beta a parlé de courriers qui ont été envoyés par les partis de l'opposition à la CEI
Même au ministère de l'Intérieur. Lui demandant d'organiser la révision des courriers aussi au ministère de l'Intérieur. Des élections sécurisées. Est-ce que pour vous, c'est le dialogue, ça? C'est une entame de dialogue? Mais en fait, c'est ces éléments qu'il faut réunir. Parce que demander un dialogue de façon globale, parce qu'on a vu toutes ces scènes du premier jusqu'au dernier round, au 5e round du dialogue politique qu'on a vu en 2022. Alors, quel est le point de ce qui a été obtenu? Voilà. Maintenant, quand on s'accorde en tant qu'opposition dans les recommandations de saisir les institutions pour un certain nombre de revendications, pour comment on appelle, la bonne suite de certaines c'est ces choses-là qu'il faut réunir, je pense. Mais la réunir. Et puis, poser les problèmes, parce que tout est une question de formulation de demande. Demander, par exemple, un dialogue, je pense demander une reprise du dialogue politique. Je pense que moi, mon avis sur la question, c'est de résoudre les différentes questions qui sont évoquées. La situation, si la question sur la CEI avait été posée, nous avons demandé qu'il y ait une révision de la liste électorale cette année. Et le problème, c'est ça. Je ne connais pas les autres aspects. Non, je vais te rafraîchir là-bas. Mais tu sais ce que je veux que tu retiennes, c'est que toutes ces questions-là ont été portées au gouvernement. Parce que même à la fin du dialogue, du 5e round du dialogue politique, il avait été décidé de la mise en place d'un comité qui va suivre l'application de ces revendications-là, au nom desquelles le dégel des avoirs des comptes de certaines autorités. Mais le comité n'a même pas été mis en place. Donc tu vois comment monsieur, est-ce que cette situation, à travers cette situation, on devrait comprendre ce que je veux dire? Est-ce qu'à travers cette situation, au lieu de demander de façon vague un dialogue politique, c'est pas vague. J'aurais souhaité que un réquisitoire soit fait dans un truc avec comment on appelle les différents points. Ça a été fait. Voilà. Et porter clairement au gouvernement pour traitement spécifique. Ça a été fait. Alors, monsieur, est-ce que cette situation, à travers cette situation, on devrait comprendre que les dialogues précédents ont été des échecs? C'est pas que ça a été un échec, parce que l'opposition montre de la bonne foi. Moi, c'est cette partie-là que je veux qu'on sorte un peu des clichés de vouloir opposer, de vouloir montrer que le pouvoir s'en fout un peu. Parce que quand on demande un dialogue, et qu'à la fin du dialogue, on dit on va mettre en place un comité de suivi de l'application de nos revendications, de nos exigences communes. Mais quand on est arrivé à un point là, on dit, le comité, tu es arrivé à quel niveau? Ça, au moins, on fait ça, non? Mais rien de tout ça là. Sur la question, alors, pour mieux se comprendre, quand on décide, au terme des discussions, de suivre une certaine ligne, chaque fois quand il y a un blocage, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le sentiment, par exemple, même la constitution de la CEI, c'est le résultat du dialogue politique. Qui a conduit à ce que chaque parti politique envoie son représentant là. Et dès lors où il y a des difficultés, en ce moment-là, on doit voir les réactions sur le champ. Mais quand on laisse les choses aller comme si rien n'était, pendant qu'on s'approche des élections, sans poser les problèmes successivement, parce que quand on parle de dialogue politique de façon vague, ça prend trop de temps. Non, c'est toi qui as l'impression que c'est vague. C'est toi qui as l'impression que c'est vague. Quel pourrait... Quand on pose la question, par exemple, la question sur qu'on reste sur une fixation, qu'on fasse l'élection, comment on appelle, ce qui est plus urgent, c'est l'élection présidentielle. Et le contenu de l'élection présidentielle, c'est la révision de la liste électorale invoquée par l'opposition, réclamée par l'opposition, devait être une fixation. Mais l'opposition le fait. D'accord, c'est noté. Alors, monsieur, quelles pourraient être les conséquences d'une absence de dialogue? Est-ce qu'on va assister à un boycott de la part de l'opposition de cette présidentielle? Ça peut arriver? Bon, moi, je ne le souhaite pas. En tout cas, moi, je ne souhaite pas que l'opposition soit absente à ces élections-là. Parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Moi, de mon point de vue,
tout ce qui est cher ne paye jamais. Mais je veux que l'opposition poursuive ses exigences parce que, en fait, on ne peut pas aller à un processus quand on sait qu'il y a des points d'achoppement, il y a des points qui sont biaisés. Il faut que l'opposition poursuive ses exigences afin que, un jour, ce pouvoir-là entende raison et qu'il accepte la table des négociations. Parce que c'est indécent. Moi, je trouve que c'est indécent. Parce qu'ils ont des députés, ils ont les élus, ils ont des élus. On vous appelle à une table de négociation. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte quoi? Dites-nous. Parce que si aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir, c'est parce que les autres présidents ont accepté de négocier, ont accepté de dialoguer. C'est pourquoi il y a eu l'élection à laquelle le président de l'Assemblée a participé. Donc, il ne faudrait pas qu'on occulte ces genres de choses-là pour dire aujourd'hui on n'en a pas besoin. Non, on en a besoin. Puisque d'autres le demandent, donnons-leur. Alors, est-ce que vous pensez que l'opposition a tiré les enseignements du passé, notamment de 2020, pour ne pas aller à un boycott cette année? D'abord, sur la question du dialogue politique, les gens peuvent accepter de faire un dialogue politique et puis faire une mise en scène, et puis on ressort avec des choses non concrètes. Ce que je vois, c'est que l'opposition aujourd'hui, là, elle déclare, elle fait des exigences qui sont verbales, mais elle est engagée dans le processus. Elle n'est pas prête. Elle veut participer. Elle n'en fait pas. Elle ne fait pas de ces questions spécifiques qu'elle veut là, des fixations. Elle est dans une dynamique d'aller concourir au fauteuil présidentiel. Voilà. Donc, quand je parle tout à l'heure je parlais tout à l'heure de contenu spécifique, de chercher, d'aller chaque fois à faire la pression sur chaque point pour avoir quelque chose, c'est bien tout ça. Mais quand vous revendiquez un dialogue, moi, ça peut ressembler à une mise en scène. Les gens peuvent accepter le dialogue et puis ils viennent s'asseoir. Hein, on leur donne quelques perdièmes, ils se lèvent, et puis on dit on a retenu ça, et puis on se lève pour aller. J'ai eu ce sentiment-là pendant les séances passées. Ils ne sont pas satisfaits, mais ils signent. Et ils avainces. Faut juste avoir les perdièmes. Bon, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je ne vois pas suffisamment d'intransigeance. De respect quand même. Hein? Voilà. De mon point de vue, l'opposition qui est aujourd'hui coalisée autour de Tidjane Thiam travaille à participer à la présidentielle. Elle ne fait pas d'un retour à la table une règle exclusive. D'accord. On s'attaque tout de suite au dernier sujet. Alors, messieurs, pour terminer cette émission, nous allons parler de la tournée qui a été effectuée par le président du Ghana, John Dramani Mahama, dans les États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il est passé d'abord au Mali, ensuite au Niger, et puis au Burkina Faso. Il s'est entretenu avec les différents chefs d'État. C'est un périple qui s'inscrit dans la continuité de sa rencontre ici à Abidjan avec le président Alassane Ouattara, rencontre au cours de laquelle les deux présidents ont plaidé pour un retour de ces pays-là au sein de la CEDEAO. Beta Michel, qu'est-ce que vous retenez de cette tournée du président ghanéen? Je me suis souvenu de la phrase qu'on prête souvent à De Gaulle pour dire que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Quand on a entendu le président ghanéen Dramani faire sa tournée dans les territoires de l'AES, on a compris qu'il est parti pour ses intérêts et pas pour ceux de la CEDEAO. Non, pour de la médiation? Non, loin s'en faut. Au contraire, même, il a renforcé leur posture, hein, parce qu'il est prêt à tout leur offrir, hein, même pas d'un cadre sous-régional, mais lui, son pays. On l'a entendu avec le président Assimi Goïta. Non, il va faire un train, il va faire tant, ils vont pouvoir exporter leurs produits. Il n'a même pas inscrit son action dans le cadre communautaire. Il a inscrit son action en tant que pays ghanéen qui vient chez les Maliens. Non, il a trompé le président ivoirien alors. Non, je parle pas de tromperie. Parce que moi, personnellement, vous savez, la diplomatie dans ce monde aujourd'hui, Trump l'a tellement exposé qu'elle n'est plus ce jeu de dupe où on pense que les gens parlent de ce qui doit être dit. Ils parlent d'eux-mêmes, de leurs intérêts, de leurs avantages. Et c'est ce que Dramani a fait dans cette tournée de l'AES. Il a parlé des avantages du Ghana.
des intérêts des Ghanéens et de ses intérêts à lui auprès de ces pays-là. Il n'a même pas parlé de la question sous-régionale. Ou du moins, s'il a évoqué, peut-être c'est dans ses coulisses. Sinon, à l'entendre, c'est tout ce qui intéresse on peut dire, mais il n'est pas fait du business, hein, dans les pays de l'AES que de partir en médiateur. Mais c'est une tournée à valeur économique. Voilà, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et nous devons le comprendre aussi. C'est pourquoi nous avons souvent reproché à notre chef d'État d'être en première ligne dans cette guerre contre les pays de l'AES. Parce qu'il faut pas, c'est vrai que l'AES représente 8% des économies sous-régionales, mais l'AES aussi, c'est une population. Le Mali, 24 millions d'habitants, le Burkina près de 20 millions d'habitants, le Niger, vous comprenez que tous ceux-là, mis ensemble dans la libre circulation des biens et des personnes, on voit que notre port était assez dynamique avec la présence de ces ressortissants, de ces économiquement, la Côte d'Ivoire va prendre un coup? Non, elle a pris, il faut pas se leurrer, c'est pas aujourd'hui on fait le bilan, mais elle a pris. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer les gens se sont tournés vers d'autres ports. Le président Ouattara plaide cette fois pour le retour. Mais il a tout compris. Il a tout compris. Il a tout compris que c'est lui le perdant dans cette guerre contre l'AES. C'est lui le perdant parce que donc moi je me souviens que j'ai rencontré des opérateurs économiques maliens qui m'ont dit leur pays dit mais il faut même pas ils vont communiquer sur ce qu'ils font à la Côte d'Ivoire parce qu'on les a orientés sur d'autres ports. Donc je dis que on en a perdu. Et c'est dommage. Aujourd'hui, il nous appartient de tirer les leçons et de trouver la trajectoire qui vaille dans ce monde où les intérêts ont privilégié sur toutes choses. Les intérêts des pays sont plus forts que leur ressenti. Oui, je pense que c'est pratiquement la même analyse qu'on a sur la question. John Dramani est passé en Côte d'Ivoire pour ne pas fâcher la CEDEAO. Sinon, il se serait rendu directement dans les pays de l'AES. En passant en Côte d'Ivoire, il est venu faire une formalité pour montrer au président, bon, voilà, pour ne pas fâcher les gens. C'est comme ça que j'analyse les choses. Et on a donné le sentiment qu'il était mis en mission par la CEDEAO auprès de ces pays-là. Mais à la vérité, c'est pas ça. John Dramani est allé récupérer le marché de l'Interland des deux ports ivoiriens. Ça, c'est comme ça que je l'analyse. Mon analyse, je la fonde sur le mandat achevé. Le mandat qu'il a achevé quand Atamil s'est décédé, je crois, en 2012. En 2016, si Beta Michel se souvient, on a couvert la visite d'État de John Dramani en Côte d'Ivoire. Il a fait une incursion sur le port d'Abidjan. Il s'est fait accompagner par le Premier ministre Duncan à l'époque, et puis le ministre Gaoussou Touré du transport. Mais John Dramani a dit qu'il était venu s'inspirer du port d'Abidjan pour développer les ports de Tema et de Takoradi. Donc, il a fait un point de presse où on n'a pas vu d'échange d'intérêt entre les deux ports. Généralement, c'est comme ça, quand un président vient, il vous parle de l'interdépendance des deux pays et comment développer les échanges. Et c'est dans la continuité de cette Oui, mais je dis que je fais un lien avec ça. John Dramani constate que la crise de l'AES est ce qu'elle est, et lui, c'est une opportunité pour lui qu'il veut saisir. Et on a vu comment, avec tous les honneurs qu'il a accordés au président de la transition burkinabé à son investiture, on a vu le discours élogieux qu'il a tenu à l'endroit du puissance burkinabé. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments palpables pour dire ceci, mais à la vérité, John Dramani, c'est un pro-AES. Hein, je pense. C'est vrai qu'il ne quitte pas la CEDEAO. Mais imagine s'il s'était levé pour aller directement comme ça dans les pays de l'AES. Il allait froisser le président ivoirien. Il allait froisser les autres pays de la CEDEAO. Donc, c'est une stratégie qu'il a engagée. Et la dernière visite et les déclarations qu'on l'a vu tenir là ont été très nettes. Il a même parlé au cours de cette dernière visite au Burkina, exprimer le besoin de reconnaissance de l'AES. Voilà. Et John Dramani cherche à développer des autoroutes, il cherche à développer l'espace aérien, il cherche son souhait le plus ardent, je pense, c'est que la Côte d'Ivoire continue d'être fâchée avec ces deux pays. Dans le retour de lui, il veut développer les ports de Tema et de Takoradi, et son mandat là, c'est une opportunité pour lui, pour que les gros camions là ne passent plus chez nous,
Voilà, qu'il nous contourne. Est-ce qu'on devrait comprendre aussi que le retour des pays de l'AES dans la CEDEAO, c'est impossible? Non, c'est pas que c'est impossible, mais tant qu'ils ont tout leur intérêt avec d'autres, sans passer par la CEDEAO, ils vont continuer de vivre en AES. L'AES, en fait, c'est un peu un cri de colère de ces présidents-là face à l'attitude de la CEDEAO. Mais bon, on peut pas leur concéder ça naturellement, mais... C'est quoi cette attitude? Non, mais attends, la CEDEAO, dans un premier temps, s'est braquée contre eux, a voulu aller militairement les déloger. Donc, ils sont dans leur droit aujourd'hui, en tant que militaires, qui ont pu s'imposer de vouloir défier cette force armée qui était en voie de venir contre eux. Donc, c'est leur cri de colère, c'est leur cri de revendication contre la CEDEAO. Donc, aujourd'hui, on comprend qu'ils sont dans une dynamique de ne pas revenir sans condition. De ne pas revenir sans condition. Si aujourd'hui, vous pensez que si la CEDEAO reconnaît leur push, ils vont se presser de revenir. Si la CEDEAO même leur déroule, ils vont se presser de revenir parce qu'ils n'ont aucun intérêt à rester seulement en AES. C'est 15 pays contre 3 pays. Si 3 sont quittés, 12 pays restent. Donc, ils ont tout intérêt à raffermir leurs liens avec ceux avec lesquels les liens, non pas de se couper de d'autres et puis de garder d'autres qui vont rétablir. Et ça met du temps, ça ne se fait pas en un instant. Aujourd'hui, on sait les problèmes d'électricité que le Mali traverse, on sait les problèmes d'électricité que le Burkina traverse. C'est pas fait pour arranger les choses, mais on sait aussi que l'État est un État militarisé, donc les voix des opposants sont éteintes et que c'est les voix de ceux qui soutiennent les positionnements qui se font entendre. Donc, dans tout cet environnement-là, ils craignent aussi pour leur vie. Jusqu'à quand ces États pourront tenir? Moi, je pense qu'il faut tirer les leçons, tout simplement. Voilà. Et avant, le Ghana, qui est en train de donner, parce qu'il faut le dire, hein, plus les années passent, plus les gens se confortent dans leur position et les opportunités économiques que certains États leur donnent plus de la force pour durer. Voilà. Et avant même le Ghana, il y a le Maroc qui avait déjà engagé, je crois, un grand projet d'autoroute pour traverser la Mauritanie jusqu'au Mali. Voyez-vous, personne n'a travaillé. Même le Bénin. Personne n'a travaillé à réconcilier la CEDEAO avec ses États. Avec ses États. Chacun veut profiter de la situation. Chacun veut profiter. Et en premier, le Maroc. C'est vrai, vous voyez sur la carte, la distance est très longue. Mais en même temps, ils ont voulu engager un processus d'autoroute. Il faut que l'Afrique subsaharienne prenne conscience de ce que on peut être en palabre, mais il faut savoir que notre division, elle arrange d'autres personnes. On doit travailler à nous remettre ensemble. C'est vraiment la leçon qu'il faut qu'on tire de cette affaire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là pour cette émission. On va s'arrêter là pour ce vendredi et puis espérer se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de la revue de presse en grand format. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Puis excellent week-end à toutes et à tous.